c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te faire une interview vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux et que tu connais peut-être. Il s'agit de Cyrielle de la chaîne Horizon Famille. En effet, elle a une chaîne YouTube, un site et d'autres réseaux sociaux que je ne manquerai pas de te mettre en lien parce qu'elle est très intéressante et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, elle est très humble et surtout parce qu'elle s'intéresse à la parentalité positive. Elle parle également dans ses vidéos de la pédagogie, de la philosophie Montessori, mais aussi il faut savoir que c'est une famille nomade. En effet, elle voyage depuis quasiment maintenant 1 an avec son mari et son petit Léo de quasiment 3 ans, si je ne me trompe pas, partout dans le monde. Elle a visité les Philippines, le Japon, l'Australie et donc elle nous parle aujourd'hui de l'Andalousie. Je te laisse donc avec Cyrielle pour en savoir un peu plus sur son mode de vie, mais aussi sur toutes les belles compétences qu'elle a acquis au fur et à mesure de ces années de parentalité et qu'elle nous partage avec passion et générosité. Coucou Cyrielle! Donc du coup, de là où moi je te parle, je suis en pull, mais toi il me semble que tu es bien au chaud pour répondre à mes 10 questions. Donc déjà, merci beaucoup. Commençons par la base de la base. Donc pourquoi Horizon Famille? Pourquoi Horizon Famille? Horizon Famille, alors en fait quand j'étais enceinte, je me suis plongée dans la parentalité positive. Alors d'abord la pédagogie Montessori, et puis aussi la parentalité positive et bienveillante, le maternage proximal, etc. Et ça a fait écho chez moi, je me suis sentie habitée de toutes ces belles valeurs et j'ai eu envie de les inculquer à mon petit garçon à sa naissance, qui est né du coup Léo en août 2015. Et j'ai eu envie de partager aussi toutes ces belles valeurs avec d'autres parents. Tu sais, c'est comme quand tu tombes amoureuse pour la première fois, tu as envie de le crier sur tous les toits. Là, c'était pareil. J'avais envie de partager cette découverte avec d'autres parents pour partager ces belles valeurs. Et alors, j'ai pensé à une chaîne YouTube pour partager ça en vidéo. Du coup, toi, tu nous parles avec passion et authenticité de la parentalité positive dans tes vidéos. Mais je me demandais si ça a toujours été une évidence pour toi. Est-ce que sinon, tu as toi-même reçu une éducation comme ça étant enfant? Et puis le papa, est-ce que finalement, il était d'accord dès le départ? Et comment vous avez évolué ensemble vers cette parentalité? Alors non, c'est pas l'éducation que j'ai reçue de mes parents, même s'ils ne s'inscrivent pas non plus en totale opposition avec la bienveillance. C'était des parents bienveillants et ils n'étaient pas dans le total autoritarisme ni dans le total laxisme. Mais à l'époque, on parlait pas vraiment de parentalité positive et je pense qu'on n'avait pas la même approche de l'enfant. Tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement de l'enfant, sur son cerveau, etc. À l'époque, on n'avait pas encore tout ça. D'ailleurs, ce sont les premiers aujourd'hui à le reconnaître facilement. Après moi, donc comme je t'ai dit, je me suis plongée là-dedans dès ma naissance, donc je crois que ça fait vraiment partie intégrante de moi, de mon comportement avec mon petit garçon. Et le papa, Baptiste, il se remplit, il lit pas des lectures, il fait pas des lectures comme moi sur la parentalité positive, etc. Mais évidemment, ça fait sens chez lui. Je crois que ça fait écho chez tout le monde. Dès que tu mets un petit peu le nez là-dedans, que tu en entends parler, etc., c'est du bon sens, quoi. Donc du coup, oui, évidemment, il est influencé par ça. Mais je pense que son naturel et sa spontanéité, c'est ce qu'il prône en tout cas, et c'est un papa très impliqué. Et je pense que finalement, il m'influence autant que je l'influence. Donc on se complète bien, je dirais, de ce côté-là. Tu parles également sur ta chaîne de pédagogie, philosophie Montessori. Il me semble d'ailleurs que tu as été formée. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et puis, est-ce que toi, tu te décrirais comme montessorienne, entre guillemets, et jusqu'à quel point ça impacte ta vie au quotidien? Oui, alors je me suis formée à la pédagogie Montessori à l'ISMM, qui est l'Institut supérieur Maria Montessori, pour les 0-3 ans, puis les 3-6 ans. Et alors, est-ce que je suis une 100% montessorienne? Sans doute pas. Je pense que je suis. J'ai pas le matériel et je fais pas de présentation à mon fils avec le matériel Montessori. En plus, en voyage, là, c'est compliqué, mais même à la maison. Donc, en ce sens-là, je suis pas 100% montessorienne. Par contre, je pense que j'ai l'âme, par contre, d'une vraie montessorienne, dans le sens où je suis vraiment
je me suis imprégnée des valeurs de bienveillance, parce que Maria Montessori était finalement une des premières à parler de bienveillance, même si elle ne mettait pas ce mot-là, elle n'utilisait pas ce terme-là pour définir ses propos et sa vision, mais elle a une vision de l'enfant qui est complètement nouvelle, une volonté de comprendre l'enfant qui est complètement nouvelle. Et donc je pense que je suis vraiment imprégnée de ces valeurs, voilà, toutes les notions qu'elle a abordées. Ça influence complètement, je pense, et inconsciemment, mon comportement avec mon petit garçon aujourd'hui, oui. Finalement, pour toi, est-ce que ça serait plus juste de parler de philosophie montessorienne ou de pédagogie montessorienne ? Je dirais que, alors ça rejoint un peu la question d'avant, je dirais que pour moi, je parlerais plus de philosophie Montessori. Par contre, dans les écoles, on parle de vraie pédagogie. Il y a du matériel scientifique qui a été établi par Maria Montessori. Il y a une manière, une procédure à suivre pour présenter le matériel aux enfants. Donc, oui, c'est la pédagogie Montessori. C'est peut-être avant tout une philosophie, mais Maria Montessori en a fait une vraie pédagogie, ça c'est clair. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je rappelle que tu voyages dans le monde en famille depuis quasiment 1 an. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce beau projet et sur cette belle organisation que cela demande ? Oui, alors ça fait depuis juin dernier qu'on voyage tous les 3, Baptiste, notre petit garçon Léo et moi. On est partis donc en juin dernier pour un voyage d'1 an. Et donc l'idée c'était de visiter quelques pays d'Asie et l'Australie. Donc on a commencé par l'Indonésie, l'Australie, les Philippines, le Japon. Et ensuite, là aujourd'hui on est en Andalousie, on a voulu découvrir aussi cette région, on avait envie de revenir en Europe. Et puis on finira par 2 mois en France à la fin de notre voyage, parce que c'est bien aussi de connaître son propre pays malgré tout. Comment est née cette idée ? En fait, cette idée, elle a toujours été présente, je crois, dans mon esprit. J'ai toujours eu envie de beaucoup voyager. Donc on a pas mal voyagé avec Baptiste avant la naissance de notre fils. Après, on avait envie de faire un long voyage. Voilà, c'était une idée qui était quelque part, voilà, dans un coin de notre tête. Et quand notre petit garçon est né, ça a été un déclic, une sorte de moteur, une motivation supplémentaire pour voyager, l'envie de passer du temps avec lui, de lui faire découvrir le monde avec nous, etc. Et donc voilà comment est née cette idée, c'est quand Léo vraiment avait 1 an. Après, l'organisation, faut pas s'en faire une montagne. Alors ça peut paraître effectivement compliqué d'organiser alors certains disent tour du monde, moi j'appelle ça plutôt un long voyage, on va dire, mais je dirais que ça a pris 4 mois en fait, l'organisation réellement. À partir du moment où on a décidé en décembre, on est parti en juin, mais on a commencé à vraiment se mettre dans l'organisation vers février. Les grosses choses en fait qui prennent du temps, ça va être de demander peut-être un congé donc sans solde à son employeur, c'était le cas pour Baptiste. On a mis notre appartement en location, alors meublé, donc du coup on a enlevé toutes nos affaires personnelles, donc il faut faire des cartons, etc. Il faut trouver un locataire, mais du coup on est passé par une agence pour que ce soit plus simple. On a vendu la voiture, enfin voilà, après c'est des grosses choses, puis après c'est des petites choses à mettre en place. Léo n'était pas scolarisé, il avait 2 ans quand on est parti. Non, il n'avait pas encore 2 ans, pardon, il avait 22 mois ou 20 mois. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. On a tendance à se faire une montagne de ce genre de choses, mais en fait, quand on a le nez dedans, on s'est fait un bon rétro-planning très clair et puis on n'a rien loupé et ça s'est très bien passé. Si tu devais donner un seul conseil pour les personnes que tu inspires aujourd'hui ou qui aimeraient tout simplement avoir le même projet que vous, c'est-à-dire voyager en famille, quel conseil donnerais-tu ? Si j'avais un conseil à donner, peut-être ce serait de s'écouter soi-même, parce que c'est important de pouvoir être sûr de nos envies, de ce qu'on a vraiment à l'intérieur, et de ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur. C'est important d'en parler avec l'entourage et de prendre les avis des uns et des autres, parce qu'il y a plein de choses de bon qui peuvent ressortir de ça. Mais il faut essayer de faire la part des choses entre ce qui vient vraiment de nous et ce qui peut venir de l'extérieur, notamment les avis négatifs qui peuvent être émis par l'entourage.
Tu as pu donc visiter et t'immerger dans de nombreux pays. J'aimerais savoir si tu as vu des différences sur la place de l'enfant dans la famille ou dans la société, des différences par rapport à la France. Alors, j'adore cette question parce que c'était une de mes envies d'observer les différences culturelles, notamment au niveau de la parentalité, de l'éducation, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas voulu faire trop de pays pendant cette année de voyage. On a voulu plutôt s'imprégner de chaque culture. Donc, on est resté assez longtemps dans chaque pays. Par exemple, en Australie, on est resté 3 mois. Là, par exemple, en Australie, typiquement, l'allaitement est quelque chose de complètement banalisé. Et c'est fou par rapport à la France. Pour moi, je trouvais ça génial parce que, aussi bien au restaurant qu'au parc, etc., les femmes allaitent sans gêne et sans regard inquisiteur vers elles. Donc voilà, c'est quelque chose de complètement normal. Après, on est resté 4 mois aux Philippines. Là, pareil, c'était super parce qu'il y a des vraies différences du coup avec la France. Je ne vais pas toutes les nommer parce que finalement, il y en a tellement. Mais par exemple, les parents philippins ne crient jamais. Et d'ailleurs, ça c'est très asiatique, je crois. D'après ce que je connais de l'Asie, crier, c'est perdre la face en fait, c'est perdre son honneur. Et faut surtout pas crier, c'est perdre le contrôle de soi. Et il faut toujours, en Asie globalement, on va dire aux Philippines, faut toujours avoir la maîtrise de ses émotions, etc. Et ils sont aussi beaucoup, et c'est quelque chose aussi quand même moi je suis en totale opposition avec ça. Ils sont quand même pas mal dans la négation des émotions. On montre pas les émotions. Il y a une sorte de façade. On fait bloc, quoi. Hein. Donc crier, c'est sortir ses émotions. Et pour eux, c'est perdre le contrôle de soi. Donc c'est quelque chose de très négatif. Mais en même temps, ne pas crier sur ses enfants, c'est super. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais ils transmettent, le revers de la médaille, c'est qu'ils transmettent aussi toute cette négation des émotions à leurs enfants. Et d'ailleurs, moi je trouvais Léo beaucoup plus expressif par rapport à d'autres enfants de son âge qui étaient beaucoup plus, je sais pas, impassibles, tu vois, le visage impassible, il livre assez peu d'émotions, j'ai l'impression, voilà. Bon, après, j'ai pas été non plus dans l'intimité, si on est rentré quand même dans des familles, à force, on a été invités dans des familles philippines, etc., mais j'ai pas vécu au quotidien avec eux, donc je peux pas vraiment parler précisément, mais en tout cas, il y a ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence intéressante ? Là-bas, le maternage, c'est quelque chose de complètement naturel, de complètement spontané. Ils se posent même pas de questions, quoi. Le cododo, c'est les mamans dorment avec leurs enfants très tard. Il n'y a pas vraiment de réflexion derrière ça, c'est complètement acquis, c'est naturel, ils ne se posent pas de questions, même le maternage, c'est ce qu'il y a de plus. Nous, on réfléchit, on y revient. Avant, on avait la chambre parentale, la chambre des enfants, il ne fallait surtout pas mélanger ça. Aujourd'hui, on commence à revenir certains reviennent à ces valeurs-là de proximité, de maternage proximal. Eux, c'est acquis, c'est comme ça et ça bouge pas et on ne se pose pas de questions, quoi. Ton fils va donc avoir 3 ans. C'est un âge où normalement les enfants sont scolarisés en France. Est-ce que tu pourrais nous dire quel choix vous avez fait et pourquoi pour votre fils ? Alors oui, l'IEF était une option. J'envisageais l'IEF un moment et puis je me suis dit que le voyage, de m'occuper à 100% de mon fils serait un bon test. Et ça a été un bon test. Je me suis aperçue que finalement que ça me correspondait pas. Même si ça me donne très envie et que j'ai beaucoup de choses à redire sur l'éducation nationale, en même temps, c'est pas quelque chose qui me correspond. Je pense que je le vivrais trop comme un sacrifice et du coup, les répercussions sur Léo seraient très mauvaises. Je pense que c'est important que les deux se sentent bien, les parents, les enfants là-dedans, et je pense que ce serait pas le cas. En tout cas pour l'instant, voilà, rien n'est définitif. Mais aujourd'hui, ce sera comme ça. Donc on a inscrit Léo à l'école, il rentre à la maternelle en septembre prochain. Et je pense aussi quelque part que de voir le niveau de scolarisation et les difficultés de scolarisation de certains enfants aux Philippines m'a beaucoup... je pense que ça nous a influencé, ça a joué dans notre décision de voir à quel point là-bas, il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue logistique, parce qu'ils sont trop loin de l'école, etc.
Et puis les écoles sont parfois dans des états assez insalubres, délabrés, etc. Donc bon, je pense que quelque part on se dit bon, notre système il est pas si pourri que ça quand même. Inconsciemment, ça a peut-être joué dans notre décision. Votre mode de vie peut au jour d'aujourd'hui sembler bien atypique et parfois j'imagine que vous faites face, comme n'importe qui, aux jugements et aux critiques de vos proches. J'aimerais savoir comment tu le vis au quotidien et comment tu fais pour gérer finalement ce mode de vie si atypique. Bah oui, évidemment, je peux pas dire que ouais, moi pisse, je ne suis atteinte par aucune critique. Non, c'est faux. Je suis humaine, donc forcément ça m'atteint à certains moments. Certaines critiques peuvent m'atteindre à certains moments, c'est normal, je pense. Et par contre, j'arrive à m'en détacher en me raisonnant un peu, en me disant que ces personnes-là qui peuvent émettre un avis négatif, c'est pas de la malveillance envers nous, c'est plutôt, on va dire, de l'incompréhension face à la différence. On est chacun, on avance chacun à notre rythme dans certaines réflexions. Peut-être qu'ils sont plus avancés que moi sur d'autres réflexions, peut-être que je suis plus avancée que sur d'autres sujets. Voilà, je pense que ça m'apaise de me dire que c'est pas de la malveillance, mais c'est plutôt de l'incompréhension face à des modes de vie différents, tout simplement. Et enfin, pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un mantra, une citation, ou en tout cas une idée qui te guide au quotidien et que tu aimerais nous partager? Bah, j'ai pas vraiment de phrase comme ça, de citation qui me vient à l'esprit. Par contre, peut-être une idée qui m'accompagne toujours, c'est d'être capable de s'écouter soi-même. Pour s'écouter soi-même, il faut se connaître, donc il faut faire un petit travail d'introspection tout le temps en fait. Et je pense que c'est important, ce travail d'introspection, il est important parce que il nous permet d'être bien avec nous-mêmes. Et c'est seulement si on est bien avec nous-mêmes qu'on peut être bien alors avec les autres. C'est en tout cas dans ce sens-là que je pense que ça marche. Au Japon, par exemple, où on a passé 2 semaines, et on le sent d'ailleurs dans tous les comportements, on sent vraiment que la communauté, au contraire, il faut d'abord être bien avec les autres, puis ensuite l'individu passe après. Donc c'est la communauté qui est souveraine, qui passe avant tout. L'individualisme, c'est le défaut suprême au Japon, même si les nouvelles générations tendent quand même à rééquilibrer ça. Mais moi, je suis convaincue qu'il faut d'abord s'accepter soi-même, s'aimer soi-même pour pouvoir accepter les autres avec leurs qualités et leurs faiblesses et pour pouvoir aimer les autres. C'est dans ce sens-là que ça marche, selon moi. Voilà un peu. Merci beaucoup Cyrielle pour avoir répondu avec honnêteté et avec autant d'humilité à toutes ces questions. Vraiment un grand merci. J'espère que ceux qui apprendront à te connaître et ceux qui verront donc cette vidéo seront enchantés d'en savoir plus sur toi, sur ton mode de vie et voilà, sur ta chaîne, ce que tu proposes également sur Horizon Famille. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé. Elle a un site internet, une chaîne YouTube, elle est sur Facebook et Instagram notamment. Je vous mets tout ça en dessous, bien évidemment, comme à chaque fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Cyrielle est tout disponible pour répondre également à vos questions. Et je te dis encore merci Cyrielle et je vous souhaite à tous une très jolie journée.